Bonjour tout le monde, soyez les très bienvenus. Je suis bien contente de vous voir en si grand nombre, salle pleine. Je pense que c'est certainement aussi relié à notre invité d'aujourd'hui qui vient nous parler d'un thème très important. On peut difficilement imaginer un moment plus propice pour faire une réflexion approfondie sur le concept de réconciliation que ce moment historique que nous vivons aujourd'hui. Vous le savez, c'est un concept qui est omniprésent dans tous les débats publics. Il est célébré par certains, très critiqué par d'autres. On lui reproche de trop dire ou de pas assez dire. Et donc, je suis vraiment ravie de recevoir aujourd'hui ici Anna Weil pour cette tâche qui est celle énorme et immense et oser aussi de démêler les fils conceptuels complexes et ambigus de la réconciliation. Alors, Anna Weil est doctorante en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Elle est détentrice d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Victoria et d'un baccalauréat en droit de la personne et sciences politiques avec une concentration en relations internationales de l'Université Carleton. Madame Weil étudie les théories et les pratiques de la réconciliation et travaille présentement sur sa thèse doctorale qui trace une généalogie de la réconciliation dans la politique constitutionnelle canadienne. Elle vient de publier un article pour ceux d'entre vous qui sont vraiment intéressés par ce thème qui s'appelle Lost in Translation, Conciliation and Reconciliation in Canadian Constitutional Conflicts, qui vient de paraître dans la Revue internationale d'études canadiennes. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Weil. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Un grand merci à Thomas Burelli et Margarida Garcia de m'avoir invité à présenter cette conférence. C'est un honneur de pouvoir venir partager mes recherches avec vous. Pour commencer, je veux reconnaître notre présence lors de cette conversation sur les territoires non cédés du peuple algonquin. En articulant cette reconnaissance, mon intention n'est pas simplement de participer dans ce qui devient de plus en plus une pratique assez commune de commencer des événements avec une telle reconnaissance et puis de procéder de manière détachée à la substance de l'événement. Ce n'est pas le cas que notre responsabilité commence et finit avec ce bref moment de parole. Lorsque je reconnais que nous sommes sur le territoire algonquin, mon intention est d'annoncer que ce fait sous-tend la totalité de la conversation. De poser la question de comment est-ce que ça se passe que nous sommes tous ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire de parler de réconciliation ici en particulier, à cette université, dans cette ville, sur un territoire qui nous n'a pas été cédé mais sur lequel nous vivons et travaillons, dans l'ombre de plusieurs siècles de politique coloniale. Comme le remarque Chelsea Val sur son blog, lorsqu'on devient confortable avec la routine de reconnaître le territoire où on se trouve, c'est le moment où il faut commencer à engager avec les implications de cette présence et les responsabilités qui s'en découlent. Sur un autre blog, Jennifer Matsunaga suggère que les reconnaissances territoriales sont peut-être mieux pratiquées comme des opportunités de reconnaître tout ce qu'on ne sait pas. Cela a résonné avec moi lorsque j'ai préparé pour cette conférence et j'ai essayé d'apprendre comment est-ce que c'est devenu le cas que l'université se situe sur les territoires non cédés des Algonquins. J'avoue par exemple que je ne suis pas entièrement certaine si je devrais proprement dire Algonquin ou Anishinaabe ou Omami-Winini, ayant entendu les trois pour nommer le peuple de ce territoire. J'ai appris que les lots de terrain sur lesquels l'université est construite étaient un don de Louis-Théodore Besserer, qui les a hérités de son frère, qui les ont reçus du lieutenant-colonel John By, qui a été donné la tâche de les distribuer par le comte de Dalhousie. Dalhousie a acheté les terres dans cette partie de ce qui deviendra Ottawa de Hugh Fraser, homme d'une famille loyaliste qui les ont été accordés par le gouvernement britannique. Mais par quelle magie est-ce que ces territoires, au bord d'un ancien lieu de rencontre des Algonquins, ont été acquises par les Anglais dans un premier temps, quand il n'y a aucun traité pour ces terres-ci?
C'est une question à laquelle je cherche encore la réponse. Sur cette note, j'aimerais remercier les organisateurs de l'exercice de couverture au Symposium sur l'indigénisation et la décolonisation de l'Université d'Ottawa à l'hiver passé, pour avoir inclus de l'information sur l'implication des fondateurs de l'Université d'Ottawa dans la colonisation de ces endroits, et aussi sur le rôle de l'université dans la formation de personnel pour les pensionnats indiens, ce que je ne connaissais pas auparavant. Ces histoires de dépossession, les histoires qui viennent après de la loi sur les Indiens, la création du système des pensionnats et d'autres politiques coloniales, de même que leurs effets sur les gens et les communautés d'aujourd'hui, doivent tous faire partie de nos considérations actuelles autour du sujet de la réconciliation, en tant qu'individuel, institution, que ce soit l'université ou autre, communauté et nation. Pour compliquer un peu la vie, il faut aussi tenir ces débats dans un contexte divisé sur toutes sortes d'autres lignes identitaires et les relations de pouvoir qui leur accompagnent, que ce soit la langue, le genre, la race, la religion, la sexualité, la capacité physique ou mentale ou autre. Dans ce pays où la plupart de la population est venue ici de quelque part d'autre à un moment ou un autre, pour plein de différentes raisons, nos relations politiques et sociales sont inéluctablement formées par l'histoire des relations entre les populations françaises et britanniques, ainsi que par le racisme et le sexisme systémique, et de manière fondamentale par le colonialisme. Il faut que nous nous donnions de l'espace délibératif pour considérer les nuances qui façonnent les contours de ces relations. Pour accepter que, par exemple, les mêmes gens qui étaient des membres dévoués de leur communauté et ont fait plein pour avancer, par exemple, le bilinguisme et les droits linguistiques en fondant l'université, ont aussi été impliqués dans la colonisation des territoires autochtones et que ces actions ont des effets qui continuent à résonner aujourd'hui. Que les gens qui ont émigré ici à cause de leurs expériences d'oppression ailleurs et ou qui étaient marginalisés dans leur communauté après avoir arrivé au Canada faisaient quand même partie d'une structure coloniale. Ces nuances existaient dans les années 1800 et ils existent encore aujourd'hui. Et nous avons une responsabilité de prendre en considération les relations entre ces nuances-là, au lieu de laisser une effacer l'autre. Mais en discutant cela, c'est aussi essentiel de nous demander qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on parle de réconciliation comme concept qui encadre toutes ces discussions. Ce concept fait du travail politique, et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que je pense que la manière dont on comprend la discussion qu'on est en train d'avoir forme ce qu'on discute et comment, et qu'est-ce qui peut s'en sortir. Les discours de réconciliation et la variété énorme et souvent contradictoire qui le caractérise dans la politique canadienne me fascinent depuis des années maintenant. Alors que j'ai décidé comme projet de thèse d'essayer de tracer une généalogie du concept dans la politique constitutionnelle canadienne. Je reconnais que ma perspective est celle d'une doctorante non autochtone qui est anglophone et vient de l'Ordre du Québec, ce qui me positionne dans une manière assez particulière dans l'histoire politique canadienne. Et donc, j'ai hâte d'entendre les différentes perspectives que vous avez sur le sujet. Mais premièrement, je veux engager dans un peu de problématisation linguistique. Une des choses que je veux vraiment souligner dans cette discussion sur la réconciliation, c'est que pour comprendre le débat sur la politique de la réconciliation au Canada, il faut comprendre et pouvoir analyser de façon critique les complexités du mot « réconciliation ». C'est un mot qui veut dire beaucoup de choses différentes, dépendant de qui l'utilise et dans quel contexte. Et à cause de ça, on voit que c'est un concept qui peut être déployé au service de projets politiques très différents et même quelquefois contradictoires. Je sais que le diapo ici est un peu fou. L'idée, c'est de vous montrer l'abondance et la variété des définitions. Après avoir beaucoup lu sur la théorie de la réconciliation politique dans plein de contextes internationaux, je peux vous dire que le plus grand consensus qui existe dans la littérature, c'est que le concept est fondamentalement ambigu. De même, il y a certains auteurs qui nous ont fourni des distinctions importantes entre les différentes manières dans lesquelles le mot peut être utilisé, et je veux vous les esquisser avant de parler de l'histoire et des débats contemporains au Canada.
premier exemple, que je trouve particulièrement utile, vient d'un chapitre de Mark Walters à propos de la jurisprudence sur les droits autochtones au Canada, dans l'ouvrage The Politics of Reconciliation in Multicultural Societies. Walters explique que les différents usages de réconciliation peuvent être divisés dans 3 catégories. La réconciliation comme résignation, la réconciliation comme cohérence ou consistance, et la réconciliation comme relation. La réconciliation comme résignation, c'est quand tu te trouves dans une situation indésirable, il faut que tu décides si tu vas te résigner à la situation ou non. Walters décrit cette forme de réconciliation comme étant asymétrique. Tu as le choix de te résigner ou non, mais tu n'as pas le pouvoir de changer la situation. La réconciliation comme cohérence, c'est une forme de réconciliation qui est souvent utilisée dans le domaine de la finance, qui réfère à l'exercice de s'assurer que les 2 colonnes sur un bilan sont égales. 2 choses peuvent se dire réconciliées quand ils sont cohérents l'un avec l'autre. Cette forme de réconciliation peut être soit symétrique, soit asymétrique. Ça dépend de si tu fais des changements seulement sur un côté ou sur les 2 pendant l'exercice d'atteindre la cohérence. Finalement, on a la réconciliation comme relation, qui est, selon Walters, la forme la plus moralement riche. Cette forme de réconciliation est nécessairement symétrique. Par exemple, si j'ai une dispute avec un ami, on peut seulement dire qu'on est réconcilié si on est tous les 2 d'accord là-dessus. Si moi je dis que tout va mieux, mais lui, il est encore fâché avec moi, il n'y a pas eu de réconciliation. Une autre formulation qui vient d'un chapitre de Bert Van Vermont essaye d'isoler un usage proprement politique de la réconciliation. Van Vermont crée 2 distinctions. Premièrement, entre la réconciliation dans des contextes d'opposition et dans des contextes d'oppression, et deuxièmement, entre les formes d'oppression politique et des formes sociales. Il décrit comment les formes de réconciliation que Walters nous a présentées sont souvent utilisées, pour donner les exemples de Van Vermont, pour parler d'essayer d'établir une cohérence entre 2 déclarations ou 2 positions différentes dans une négociation, ou de la réparation de relations entre 2 amis qui ont eu un conflit. Van Vermont dit que tous ces usages-là sont des exemples de réconciliation dans une relation d'opposition. Pour lui, ceci diffère dans une manière importante de la réconciliation dans les relations d'oppression, ce qu'il définit comme un exercice de pouvoir où quelqu'un poursuit ce qu'il veut et démontre la volonté de détruire la résistance qui l'oppose dans le processus. L'oppression peut aussi venir dans 2 formes, sociale et politique. Le processus de réconciliation entre la victime et l'auteur d'une crime violente, par exemple, c'est quelque chose que Van Vermont dit est plutôt social. L'oppression politique, pour traduire une citation de Van Vermont, diffère de l'oppression criminelle grâce à la revendication qu'elle fait, de profiter le tout de la communauté en opprimant une partie. Dans la politique, l'oppression est accompagnée invariablement par la déclaration qu'elle se produit au nom de l'ordre public ou de l'intérêt général. Fin de citation. Dans des circonstances d'oppression politique, la réconciliation doit s'adresser à des facteurs qui ont contribué à l'oppression, comme l'idéologie politique qui l'a permis, et aux relations de représentation politique entre les opprimés et les oppresseurs, et pour cette raison est différente en caractère de la réconciliation dans des circonstances d'opposition. Finalement, Andrew Schaap propose une distinction entre la réconciliation politique et la réconciliation idéologique, pour nous rappeler que la réconciliation est non seulement une réponse à la violence et ses justifications idéologiques, mais peut être un outil idéologique elle-même. Selon Schaap, on ne peut pas prendre pour acquis une seule communauté politique unie et caractérisée d'harmonie sociale. Et il suggère que les approches qui conçoivent de la réconciliation comme une restauration de communauté, une guérison de nation ou un règlement de comptes sont façonnées par une tendance idéologique vers une réinscription de similitudes. Cette approche constitue un effort rhétorique de saisir la contestation et d'imposer une unité assumée, ce qui est injuste envers ceux et celles qui n'ont pas donné leur consentement aux conditions d'association existantes.
Selon Sharp, alors, pour comprendre le caractère de différentes revendications de réconciliation, il faut analyser leur relation envers les dimensions symboliques et matérielles du pouvoir et s'ils s'orientent envers la réification de l'unité dans une communauté politique singulière ou s'ils permettent la contestation des conditions d'association politique. Il y a 3 autres choses que je veux dire à propos du concept avant que je parle du développement de la réconciliation politique au Canada. La première, à propos duquel j'élaborerai plus tard lorsqu'on parle des débats canadiens contemporains, c'est que la manière de parler de la réconciliation peut aussi être divisée dans 2 autres grosses catégories. La réconciliation peut être comprise soit comme un exercice ou un processus, soit comme un état qui est atteint. La deuxième chose, c'est que la réconciliation a une étymologie chrétienne. Pour quelles raisons il y a eu et continue d'avoir lieu beaucoup de débats à propos de la convenance d'importer un tel concept dans le domaine politique. La réconciliation dans son itération religieuse est décrite par le petit Robert comme cérémonie catholique par laquelle une personne est réintégrée dans l'Église, ce qui est aussi appelé, au moins en anglais, le sacrement de la réconciliation, qui est comprise d'une confession et une pénitence qui précèdent l'absolution. On parle aussi plus généralement dans le Oxford English Dictionary de la réconciliation comme l'action de restaurer l'humanité à la faveur de Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. La relation entre la compréhension religieuse de la réconciliation et les usages politiques de la réconciliation est compliquée et il y a beaucoup de différentes positions là-dessus. Il y a des gens qui argumentent qu'il faut absolument séculariser le concept si on va l'utiliser dans le domaine politique. Et puis il y en a d'autres, comme Daniel Philpott, qui suggèrent que la présence de concepts de réconciliation dans les religions abrahamiques nous donne une base importante pour développer une éthique de la réconciliation politique qui est large et inclusive. L'émergence de la réconciliation sur la scène politique dans certains cas influents a été liée à des institutions religieuses, comme dans le cas sud-africain, où la Commission de vérité et réconciliation avait comme chef l'archevêque Desmond Tutu, et il y avait plusieurs membres de l'Église qui occupaient des postes importants dans la commission. Au Canada, dans le contexte des relations avec les peuples autochtones, c'est aussi le cas qu'il y a des relations proches entre le processus de réconciliation et les institutions religieuses, surtout à cause du rôle central des églises dans la politique des pensionnats indiens, ce qui a figuré centralement dans les revendications qui ont mené à la politique officielle de réconciliation. Avec le gouvernement fédéral et les groupes autochtones, les églises comprennent un des 3 parties à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et ont été très impliquées dans les projets de réconciliation, incluant les travaux de la Commission de vérité et réconciliation canadienne. Alors, pour ces raisons étymologiques et pragmatiques, c'est difficile de créer des distinctions claires entre les conceptions religieuses et politiques de la réconciliation. La dernière chose que je veux dire à propos de mots et de définitions avant que je procède à l'histoire des politiques de réconciliation au Canada concerne une découverte que j'ai faite pendant la préparation pour une présentation plus tôt dans mon programme de doctorat. Comme vous pouvez probablement déduire de la qualité pas exactement impeccable de mon français, d'habitude je fais toutes mes recherches en anglais. C'est avec le mot « reconciliation » en anglais que mon projet a commencé. Et comme c'est un enjeu politique qui préoccupe tout le pays, et comme la Commission de vérité et réconciliation utilisait aussi le mot « réconciliation », j'imaginais que le discours était assez semblable en français. Mais en cherchant pour les citations françaises des rapports de commission et des décisions de la Cour suprême que je vais vous présenter plus tard, j'ai découvert qu'en français, on utilise souvent le mot « conciliation » dans des circonstances ou même dans ces cas-ci dans des traductions exactes où on parle de réconciliation en anglais. Par exemple, le rapport final de la commission Bouchard-Taylor est appelé Building the Future, a Time for Reconciliation en anglais, et Fonder l'avenir, le temps de la conciliation en français. Mais on parle aussi de réconciliation en français et de conciliation en anglais. Et j'ai encore identifié une règle pour quand on les traduit d'une façon et quand de l'autre. De plus, les distinctions entre les 2 mots dans chaque langue ne sont pas toujours entièrement claires
comme ils ont tous les deux quelques définitions qui s'entre-réfèrent. Comme vous savez probablement beaucoup mieux que moi, les deux concepts ont plusieurs différentes implications en droit civil et en common law. Une des raisons pour laquelle je trouve cette différence d'usage intéressante, c'est qu'une des critiques qui est soulevée contre la réconciliation, c'est que ça implique un retour à une relation ou un état harmonieux antérieur. Mais il y a des gens qui argumentent qu'en dans plusieurs contextes où on revendique de la réconciliation, il n'y avait pas un temps antérieur quand les groupes avaient des relations harmonieuses. Alors, ça serait plus approprié de parler de conciliation que de réconciliation. Ceci impliquerait plutôt la nouvelle création d'une relation harmonieuse qui n'existait pas avant. Alors, vous pouvez voir pourquoi je trouve ça pertinent qu'on parle plus de conciliation en français. Quand même, c'est un choix de mots qui n'est pas aussi simple qu'il apparaît quand même dans une seule langue, parce que la conciliation a aussi plusieurs différentes connotations, comme vous pouvez le voir, et n'est pas dépourvue de sens religieux non plus. De toute façon, pour le moment, je soulève ceci simplement pour reconnaître que ça se peut que le langage diffère un peu entre les débats sur la réconciliation en anglais et en français. Pour mettre en scène les débats contemporains à propos de la réconciliation, je vais maintenant vous raconter un peu les grandes lignes de l'émergence de la politique de réconciliation au Canada. Ceci est une chronologie provisoire, comme je suis encore au milieu de mes recherches doctorales, dans lesquelles j'essaie de tracer une généalogie de ces développements politiques. Même que le discours de la réconciliation n'est pas devenu aussi prévalent qu'il l'est aujourd'hui jusqu'à plus récemment, pour la plupart grâce aux travaux de la Commission de vérité et réconciliation, le concept a commencé d'être utilisé de manière significative dans la politique canadienne débutant dans les années 1980. Un détail qui est souvent négligé aujourd'hui dans un contexte où la réconciliation est principalement liée aux relations entre les peuples autochtones et le Canada, est que ce concept a aussi servi comme lentille pour aborder les relations entre le Canada et le Québec. De ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, ceci est le premier contexte où on a commencé à utiliser le concept dans la politique canadienne. Il y a quelques facteurs semblables dans les deux contextes, mais évidemment aussi beaucoup de différences importantes dans les éléments structurels des deux. Le rapatriement de la Constitution en 1982 est clé dans les deux cas. Après l'exclusion du Québec de la loi constitutionnelle de 1982, le Parti conservateur, sous la direction de Brian Mulroney, a mené une campagne autour du thème de réconciliation nationale dans l'élection fédérale de 1984. Ici, le sens qui a été donné à la réconciliation était le retour du Québec dans la famille constitutionnelle canadienne par moyen de signer la Constitution. Lors de leur victoire, le discours du trône du gouvernement conservateur comportait une section intitulée « Réconciliation et unité nationale ». Et dans les années suivantes, Mulroney a avancé plusieurs efforts réconciliatoires, y compris les accords du lac Meech et de Charlottetown. Malgré que les discours de réconciliation associés avec le Québec soient moins communs à la suite de l'échec du référendum de 1995, ils ne sont pas entièrement hors de la mode aujourd'hui. Lorsque le premier ministre Couillard a fait son appel pour de nouvelles discussions constitutionnelles en juin, Conrad Yakabuski a écrit dans le Globe and Mail que la réconciliation avec le Québec est aussi importante pour le succès du Canada que l'est la réconciliation avec les peuples autochtones. Le concept de la réconciliation se trouve encore dans les écrits de certains universitaires éminents québécois tels qu'Alain Gagnon, et une recherche que j'ai faite récemment dans la base de données Canadian Major Dailies pour la phrase « réconciliation constitutionnelle » a révélé à peu près 110 résultats allant de 1985 jusqu'à 2017, et tous sauf 3 ou 4 parlaient de la relation canado-québécoise. Les développements de 1982 figurent aussi dans l'histoire de la réconciliation entre le Canada et les peuples autochtones. 3 développements interdépendants sont pertinents dans cette histoire-là. Le premier concerne la jurisprudence de la Cour suprême sur les droits autochtones, qui a suivi l'enchâssement de ces droits dans le paragraphe 35 de la Constitution en 1982. Le deuxième porte sur les travaux de la Commission royale sur les peuples autochtones,
Et le troisième se rapporte aux revendications des anciens étudiants et étudiantes des pensionnats indiens. En 1982, des années de revendications autochtones ont résulté dans l'enchâssement des droits ancestraux et de traités des peuples autochtones dans le paragraphe 35 de la Constitution. Mais on n'a pas donné une substance claire à ces droits-là, et plusieurs conférences constitutionnelles qui étaient supposées les clarifier et les énumérer ont résulté dans des échecs. Grâce à cette absence de résolution politique, c'est tombé au cours d'évaluer la signification du paragraphe 35 lorsque des peuples autochtones se trouvaient arrêtés pour des pratiques qu'ils revendiquaient comme droits autochtones. Dans la jurisprudence de la Cour suprême autour de ces droits-là, on voit émerger dans les années 1990 une conception de la réconciliation qui envisage le rôle du paragraphe 35 comme étant de réconcilier la préexistence des peuples autochtones avec la souveraineté de la couronne. Voici par exemple un extrait de la décision Vanderpeet, ce qui est un des cas que je décrivais plus tôt qui utilise le mot concilier ou la version anglaise parle de réconcilier. Le paragraphe 35.1 établit le cadre constitutionnel qui permet de reconnaître que les Autochtones vivaient sur le territoire en sociétés distinctives, possédant leur propre culture, pratiques et traditions, et de concilier ce fait avec la souveraineté de Sa Majesté. Les droits substantiels visés par cette disposition doivent être définis à la lumière de cet objet. Les droits ancestraux reconnus et confirmés par le paragraphe 35.1 doivent tendre à concilier la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de Sa Majesté. Je vous laisse réfléchir quelle forme de réconciliation que décrivaient les auteurs auxquels j'ai référé plus tôt est incarnée par cette conception de la Cour suprême, et on y reviendra plus tard. Selon quelques auteurs, on voit une conception de la réconciliation aussitôt que dans la décision Sparrow en 1990, où on parlait de concilier le pouvoir fédéral et l'obligation fédérale. Mais c'est certain qu'avec Vanderpeet, la réconciliation prend une place centrale dans la jurisprudence sur les droits autochtones, et elle a continué d'être développée par la Cour dans ses décisions subséquentes, incluant plus récemment dans les arrêts Nation Haida contre la Colombie-Britannique en 2004 et Nation Chilcotin contre la Colombie-Britannique en 2014, où la Cour a expliqué que le gouvernement a une responsabilité de consulter et même d'obtenir la permission de groupes autochtones avant d'approuver des projets sur des territoires autochtones, et a énuméré les circonstances dans lesquelles les gouvernements, selon la loi canadienne, est permis d'enfreindre les droits autochtones. La même année que la décision Vanderpeet est sortie, le thème de la réconciliation entre les Autochtones et les non-autochtones a émergé d'une autre source aussi. En 1990, il y a eu un grave conflit lorsque la ville de Oka, à Québec, a voulu étendre une piste de golf sur le territoire des Kanien'kehá:ka de Kanesatake, ce qui a résulté dans une confrontation de 78 jours entre les Kanien'kehá:ka, la Sûreté du Québec et finalement l'armée canadienne. Ce conflit a surligné de manière dramatique que des tensions sérieuses existaient entre les peuples autochtones et le Canada. En réponse à cette crise et à l'échec de l'accord du lac Meech, le premier ministre Mulroney a établi une commission royale avec le mandat d'étudier tous les aspects de la relation autochtone-non autochtone au Canada et de faire des recommandations au gouvernement de comment réparer ces tensions et les conflits. Dans le mandat, on voit qu'une des tâches de la commission était explicitement de faire des recommandations qui favoriseraient la réconciliation. Et le concept a apparu souvent dans les travaux de la commission. C'était l'examen le plus vaste et compréhensif qui avait jamais été entrepris à propos des expériences et circonstances de vie des peuples autochtones et de leurs relations autochtones-non autochtones au Canada. La commission a voyagé partout dans le pays en recueillant des témoignages, a commandé plein d'études et a fini par publier un rapport de 5 volumes qui contenait des centaines de recommandations qui touchaient toutes sortes d'aspects de la relation, incluant les traités, l'éducation, les revendications de territoire, la gouvernance, la représentation politique et la justice, entre autres. Le mot réconciliation apparaît plus qu'une centaine de fois dans le rapport final de la commission. Alors voici comment la commission articule leur conception de la réconciliation en comparaison avec la Cour suprême.
À notre sens, la réconciliation ne doit pas se limiter à la mise en œuvre des droits de chasse issus de traités ou à la restitution de terres de réserve qui ont été injustement ou illégalement enlevées par le passé. Cela signifie épouser l'esprit et l'objectif de la relation scellée par traité, relation bâtie sur la confiance et la loyauté réciproque, et en faire l'armature d'une nouvelle relation dynamique fondée sur le respect entre peuples. Entre autres, les recommandations de la Commission portaient sur le besoin d'investiguer l'histoire et les effets de la politique des pensionnats indiens, un enjeu que beaucoup de témoins ont soulevé devant la Commission. Souvenons que le dernier pensionnat est seulement fermé en 1996, la même année que la Commission royale a déposé son rapport. Pendant plus qu'un siècle, au moins 150 000 enfants autochtones ont été forcés de partir de leur famille et leur communauté et ont été envoyés dans des écoles qui étaient financées par le gouvernement fédéral et dirigées par les différentes églises. Le but de ces pensionnats était de civiliser et de christianiser les enfants autochtones, de leur préparer pour être assimilés dans la population et dans l'économie canadienne. Dans les pensionnats, les enfants n'avaient pas le droit de parler leur propre langue ou de pratiquer leur culture. Ils étaient souvent séparés de leurs frères et sœurs à cause d'une séparation de genre. Ils étaient mal nourris et mal vêtus, et ils ont souvent souffert de graves abus physiques, psychologiques et sexuels. La politique des pensionnats comme programme d'assimilation et les privations et les abus qui ont pris place dans les écoles, surtout conjointement avec les autres processus et politiques coloniales, ont eu et continuent d'avoir des effets dévastateurs sur les individus, les familles et les communautés autochtones. La Commission royale a traité le sujet des pensionnats dans leur rapport, mais argumenté qu'elle n'avait pas la capacité d'adresser le sujet au complet et a recommandé que le gouvernement établisse une enquête publique pour l'investiguer. Au même temps que la Commission entreprenait son travail, les survivants des pensionnats commençaient de revendiquer du redressement pour les injustices souffertes sur le système de pensionnat aussi. En 1990, Phil Fontaine, l'ancien chef national de l'Assemblée des peuples autochtones, a parlé de ses expériences d'être abusé dans un pensionnat quand il était jeune, dans un entretien sur le CBC. Parallèlement, les anciens étudiants des pensionnats avaient commencé d'organiser des groupes régionaux de survivants dédiés à la guérison et la poursuite de la justice. Et quelques-uns ont aussi lancé des procès juridiques contre le gouvernement et les églises. Malgré les demandes des survivants et la recommandation de la Commission royale, le gouvernement a refusé d'établir une enquête. Leur réponse au rapport de la Commission et aux revendications des survivants des pensionnats est venue en 1998, quand la ministre des Affaires autochtones a donné un discours qui incluait une déclaration de réconciliation et une excuse aux anciens étudiants qui avaient souffert des abus physiques et sexuels. Elle a aussi annoncé l'établissement de 350 millions de dollars en financement pour la Fondation autochtone de guérison, pour supporter des programmes de guérison dans les communautés autochtones. Après cela, ils ont aussi établi un programme de règlement extrajudiciaire des conflits pour adresser les revendications qu'ont initiées les survivants contre le gouvernement et les églises. Mais ce programme a été beaucoup critiqué et éventuellement a été abandonné. Plusieurs recours collectifs contre le gouvernement et les églises ont été entrepris par les survivants des pensionnats. Et en 2007, un règlement hors cours a été atteint entre le gouvernement, les églises qui ont dirigé les écoles et les représentants autochtones. Le résultat était la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Cet accord était composé de plusieurs parties. Le paiement d'expérience commune, qui est une compensation pour chaque étudiant et étudiante qui a été envoyé dans un pensionnat. Le processus d'évaluation indépendant, qui est un régime pour la compensation additionnelle pour les survivants qui avaient souffert des abus physiques et sexuels. Le financement de projets de commémoration des survivants et de leurs expériences. Le financement pour les efforts de guérison dans la forme de financement pour la Fondation autochtone de guérison. Et finalement, l'établissement d'une commission de vérité et réconciliation.
L'année suivante, en juin 2008, le premier ministre Stephen Harper a prononcé une excuse officielle de la part du gouvernement du Canada pour la politique des pensionnats indiens. Contrairement à la déclaration de 1998, qui a pris place dans un bureau gouvernemental pendant une réunion de déjeuner et n'a jamais devenu partie de la compte-rendu officiel, l'excuse de 2008 a eu lieu dans la Chambre des communes et a inclus une excuse pour le but raciste de la politique elle-même aussi, et non seulement pour les abus physiques et sexuels qui ont pris place dans les pensionnats. J'ai souvent rencontré des malentendus à propos des différents éléments de la convention de règlement dans les médias, alors je veux juste m'assurer que c'est clair. Tous ces 5 éléments, la compensation, les financements de guérison et de commémoration, et l'établissement de la commission de vérité et réconciliation, étaient négociés entre les 3 parties à la convention de règlement pour régler les recours collectifs des survivants des pensionnats. Et l'accord était mandaté et supervisé par les cours. Ce n'étaient pas des programmes gouvernementaux que le gouvernement fédéral a décidé de créer de leur propre volonté. En fait, c'est la première commission de vérité au monde d'être créée d'une telle manière judiciaire. Cette distinction n'est pas toujours aussi claire qu'elle pourrait l'être dans la littérature non plus. Non seulement est-ce que la commission n'était pas une création du gouvernement, mais elle a opéré indépendamment du gouvernement. Quand même, elle a fallu opérer selon le mandat qu'elle a été donné par la Convention de règlement, qui a été parfois critiquée pour être trop limitée. Mais il faut quand même faire une distinction entre ce que disait le mandat et comment la Commission a entrepris son travail. Grâce aux appels à l'action dans le rapport final, on peut voir que la Commission a choisi d'interpréter son mandat de manière assez large et ne s'est certainement pas restreinte à la vision limitée de la réconciliation que présentait le dernier gouvernement fédéral. Mais c'est quand même vrai que la Commission de vérité et réconciliation n'avait pas les mêmes pouvoirs légaux qu'une enquête judiciaire ou qu'a eu la Commission royale sur les peuples autochtones. C'est important de garder ce type de distinction en tête pour pouvoir effectivement analyser le travail entrepris par et les effets politiques de toutes ces différentes entités. La création de la Commission de vérité et réconciliation est quelque chose qui était très important pour les survivants, qui avaient connu des années de souffrir en silence et de rencontrer le reniement lorsqu'ils essayaient de partager leurs expériences. Ils voulaient avoir une plateforme pour partager leurs histoires et dévoiler la vérité de ce qui est passé dans les pensionnats pour que le public ne puisse plus renier cette injustice. La Commission était responsable d'organiser 7 événements nationaux, de voyager le pays, collecter des témoignages des anciens étudiants et étudiantes des pensionnats et leurs familles, d'entreprendre de l'éducation du public et d'établir un centre national de la réconciliation qui est maintenant logé à l'Université du Manitoba. Le rapport final de 6 volumes, incluant 94 appels à l'action, a été déposé en décembre 2015. Oh, voilà. Okay. Dans son rapport final, la Commission a décrit la réconciliation dans cette manière. Pour la Commission, la réconciliation consiste à établir et à maintenir une relation de respect réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones dans ce pays. Pour y arriver, il faut prendre conscience du passé, reconnaître les torts qui ont été causés, expier les causes et agir pour changer les comportements. Nous n'y sommes pas encore. La relation entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones n'est pas une relation de respect mutuel. Mais nous croyons qu'il est possible d'y arriver et nous croyons qu'il est possible de maintenir une telle relation. Notre ambition est de démontrer que nous pouvons le faire. Lors de la création de la Commission de vérité et réconciliation, la réconciliation est devenue un concept de plus en plus connu dans la politique canadienne. Jusqu'au point où c'est maintenant évoqué pour parler de pratiquement toutes les dimensions de la relation autochtone-non autochtone. On parle de réconciliation conjointement avec l'extraction de ressources naturelles, la justice criminelle, les traités, les politiques autour de l'appropriation culturelle, la crise de femmes et de filles autochtones qui ont été volées ou assassinées et autres. Mais encore, ce n'est pas le cas que tout le monde utilise le mot pour dire la même chose. Alors, on revient à notre point de départ. C'est quoi la réconciliation? On voit que le gouvernement parle de réconciliation,
Les peuples autochtones parlent de réconciliation, les commissions parlent de réconciliation, les cours parlent de réconciliation, les Canadiens et Canadiennes non autochtones parlent de réconciliation. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire et faire en évoquant ce concept? Dans tous ces usages divergents, on peut voir toutes les différentes versions qui nous ont présentées Walters, Van Vermen et Schaap au début. Un des aspects compliqués de l'application politique du concept, c'est que des fois les usages du mot qui sont colorés par ces différentes significations ou compréhensions sont contradictoires et peuvent se rendre en conflit un avec l'autre. Pour élaborer un peu, voici comment le chercheur d'aînés Glenn Coulthard explique le problème dans un chapitre sur la politique de la réconciliation dans son ouvrage Red Skin, White Masks. Selon Coulthard, il y a 3 processus interdépendants de réconciliation dans la politique autochtone au Canada contemporain. Le premier fait référence aux pratiques que les peuples autochtones entreprennent à l'intérieur de leur communauté pour rétablir une relation positive avec eux autres, comme individus, familles et communautés. La deuxième forme de réconciliation, c'est celui de réparer les relations politiques et sociales entre les individus et les groupes autochtones et non autochtones. Le travail de la Commission de vérité et réconciliation peut être comprise comme faisant partie de cette réconciliation, par exemple. Le troisième sens de réconciliation, c'est effectivement la catégorie réconciliation comme cohérence de Walters, qui est appliquée à la tâche de trouver une cohérence entre les ordres politiques et judiciaires des peuples autochtones et la souveraineté de la couronne imposée par l'État canadien. Coulthard soutient que l'approche du gouvernement face à ce troisième processus de réconciliation a l'effet d'amoindrir les efforts d'entreprendre les 2 premières formes de réconciliation qu'il a décrites. Ce défi de compréhension rivale et contradictoire de la gouvernance et la souveraineté est intimement lié au problème de compréhension divergente de la réconciliation. Ils reviennent tous à de différentes visions de comment devrait être la relation entre le Canada et les peuples autochtones. L'anthropologue Carol Blackburn raconte une conversation avec un homme Nisga'a dans un article qui porte sur la réconciliation et la négociation du traité des Nisga'a en Colombie-Britannique, où l'homme affirme que les gouvernements conçoivent un traité comme un divorce, tandis que les Nisga'a le concevaient comme un mariage. Si vous vous souvenez, au début, j'ai dit qu'il y avait des gens qui pensaient que la réconciliation est un état à atteindre, tandis que d'autres le voient comme étant un processus continuel. Voici exactement la différence qu'on voit dans la distinction mariage-divorce. D'un côté, on parle de relations continuelles qui requièrent de la négociation continuelle, et de l'autre, on parle d'un règlement, d'un processus d'arrivée quelque part, que ce soit à un moment de résignation ou à une cohérence peut-être symétrique, peut-être asymétrique. Un conflit semblable émerge aussi par rapport à comment les gouvernements et les groupes autochtones voient les mécanismes associés avec le processus de réconciliation qui font partie de la Convention de règlement. Plusieurs développements pertinents de la dernière décennie au Canada, incluant l'excuse gouvernementale, la compensation, les projets de commémoration et la Commission de vérité et réconciliation, sont des itérations canadiennes de mécanismes propres au paradigme de la justice transitionnelle. Lors de son développement initial, ce paradigme était plutôt associé avec des États qui étaient en train de démocratiser après une guerre civile ou une période de règne d'un régime autocratique. Mais les mécanismes de la justice transitionnelle deviennent de plus en plus pertinents dans les démocraties établies, surtout dans des États démocratiques qui ont été fondés comme colonies. Comme j'ai déjà décrit, lorsque le Canada a adopté de tels mécanismes, c'était comme partie d'un règlement hors cours qui a été négocié entre les parties. Mais même s'ils ont tous éventuellement accepté d'instaurer ces mécanismes au Canada pour adresser leurs conflits, ça ne veut pas dire qu'ils avaient les mêmes compréhensions du but de ces mécanismes-là, ni les mêmes objectifs pour le processus de réconciliation. La politologue Courtney Young a décrit les différences entre les objectifs du gouvernement et les objectifs des peuples autochtones à ce titre en utilisant une métaphore que je trouve très utile pour comprendre les visions divergentes. Ceci peut être compris comme étant une variation ou une extension de l'analogie matrimoniale.
Parlant de mécanismes dans la Convention de règlement, Young dit que la différence est visible dans la manière dont les deux groupes traitaient la relation entre le passé et le présent vis-à-vis l'injustice qui était le sujet du projet de redressement. D'un côté, le gouvernement envisageait ce programme de redressement comme un mur qui séparait le gouvernement des injustices du passé en finalisant leurs responsabilités légales et en localisant les injustices fermement dans le passé. De l'autre côté, les peuples autochtones envisageaient ces mécanismes de la justice transitionnelle pas comme un mur, mais comme un pont, elle dit, qui liait le passé au présent et qui leur permettait de démontrer que la portée des injustices historiques était beaucoup plus large que la question des pensionnats qui a été traitée par la Convention de règlement, et qu'en plus, ces injustices n'étaient pas du tout limitées au passé, mais continuent d'être réinscrites dans diverses façons dans le présent. On voit encore dans cette discussion de Young la distinction entre un groupe qui essaye de faire parvenir le contexte historico-politique et de décrire une vision transformative d'une relation politique continuelle, et un autre groupe qui essaye d'atteindre un état où les conflits antérieurs sont réglés et il ne faut plus s'adresser aux relations du passé. On trouve cette distinction dans un chapitre de Dale Turner aussi, où il parle de la divergence entre la description d'une relation renouvelée présentée dans le rapport de la Commission royale des peuples autochtones et la réaction du gouvernement fédéral à ce propos et sa décision de poursuivre une approche moins transformative qui se concentrait sur le projet de résoudre les revendications de manière plus finale. À travers ces analyses, on commence à voir comment la conceptualisation du concept de réconciliation dans le contexte politique canadien est formée par de différentes compréhensions de l'injustice historique, de la responsabilité, du temps et de la souveraineté. Par conséquent, ce n'est peut-être pas une surprise qu'au même moment, en 1991, en face d'un référendum sur soit de nouvelles relations constitutionnelles, soit l'indépendance du Québec, la réconciliation a fait plusieurs différents types d'apparitions. On avait le Forum de citoyens sur l'avenir du Canada qui parlait de comment est-ce que le Canada pouvait accommoder le Québec et comment le Québec pouvait se réconcilier au Canada, d'un côté, et de l'autre, la Commission nationale sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, qui suggérait que les différences entre le Québec et le Canada devenaient de plus en plus difficilement conciliables. Ce type de différence-ci a aussi résulté dans des débats assez intenses à propos de la réconciliation entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones. Une des préoccupations majeures des critiques de la réconciliation, c'est la peur que sa substance soit trop symbolique et ne soit pas accompagnée de mesures de redressement qui changeront de manière substantive les inégalités socio-économiques et politiques qui séparent les populations. L'idée, c'est que sans ce redressement substantif, la réconciliation servira plutôt comme nouvel agenda d'assimilation, en donnant l'impression à la politique non autochtone qu'ils auront assisté à une amélioration de relations, sans que les relations de pouvoir entre les groupes changent vraiment. Il y a une variété de gens qui argumentent qu'on pourra seulement parler de la réconciliation après qu'on règle les questions de justice. En plus des gens qui rejettent la réconciliation en général comme étant impropre ou inadéquate pour le contexte actuel, il y a aussi plusieurs critiques qui ont contesté la vision de la réconciliation du gouvernement Harper dans les années qui ont suivi l'excuse et la convention de règlement. Ces critiques ont mis en question le programme de redressement pour avoir un focus trop étroit en adressant seulement les pensionnats indiens et non les autres politiques coloniales avec lesquelles ils étaient liés, comme la dépossession, les promesses de traités non honorés et les politiques répressives de la loi sur les Indiens. Mais pas tout le monde, même d'entre ceux qui critiquaient l'approche du gouvernement, pense que ces complexités constituent une raison suffisante pour tout à fait rejeter la réconciliation. Il y en a aussi ceux qui pensent que la réconciliation est compatible avec un projet plus robuste et transformatif de décolonisation, et alors ne devrait pas être abandonnée à ceux qui l'utiliseraient pour appuyer des politiques plus assimilatives. Le caractère profondément politique de la réconciliation entre groupes divisés par une histoire marquée par l'injustice
devient clair quand on réalise que le débat n'est pas aussi simple que d'essayer de décider c'est quoi la réconciliation et puis identifier qui l'appuie et qui l'oppose pour pouvoir tracer les contours du débat. Même entre les gens qui sont d'accord que la réconciliation est une forme de relation continuelle, il y a toute une gamme d'opinions sur de quoi cette relation devrait consister. Quelles mesures de redressement sont nécessaires et quelles procédures ou protocoles devraient être mis en place pour assurer la bonne maintenance de la relation. Tout ceci nous montre un portrait d'une relation politique de contestation et de négociation continuelle. Maintenant qu'on a une idée des enjeux complexes qui constituent le contexte des débats autour de la réconciliation au Canada, on peut voir les défis auxquels il faut faire face lorsqu'on essaie d'appliquer ce concept, qu'on sait déjà à de multiples facettes dans le domaine de la politique. C'est une chose de parler d'effectuer une réconciliation entre deux perspectives, que ce soit entre deux théories, deux positions de négociation ou deux amis qui sont en conflit. Dépendant du caractère du conflit, même cette réconciliation entre deux individus peut être un gros défi, ou peut-être même impossible. Maintenant, imagine qu'on ne parle plus de deux individus, mais de deux groupes. Et à l'intérieur de chaque groupe, il y a plein de différentes opinions sur l'histoire des relations entre les deux groupes et sur comment devrait être cette relation dans le futur. Ça devient bien plus compliqué. Et puis imagine qu'on ne peut même pas identifier d'une manière ordonnée les frontières entre les deux groupes, parce qu'il y a tant de gens qui, d'une façon ou une autre, appartiennent aux deux. Considère qu'à l'intérieur de ces groupes, il existe des divisions profondes, comme cela entre les anglophones et les francophones, entre le Québec et le reste du Canada, par exemple. Ajoute des immigrants d'origine non française ou non britannique, plusieurs d'entre eux qui viennent d'autres pays où ils appartenaient à des groupes qui ont été subis au colonialisme. Mais depuis leur arrivée en Canada, ont bénéficié d'une société qui a été construite à travers un système colonial, et alors n'appartiennent pas si clairement que ça à ni un groupe ni l'autre. Et nous voilà dans le débat. Mais je ne veux pas terminer ma présentation sur une note de désespoir qui implique que c'est trop compliqué pour faire de quoi. Ça ne l'est pas. À travers les 30 dernières années dont je vous ai parlé aujourd'hui, on a vu plein de changements importants. Le fait qu'on est même ici en train d'avoir cette conversation du tout est un grand changement de pas si loin que ça dans notre passé politique et social. Mon point, ce n'est pas que la transformation est impossible, mais qu'il est impératif qu'on comprenne les nuances de la situation pour pouvoir essayer d'effectuer une transformation juste. Et si on va encadrer ce débat en termes de réconciliation, il faut aussi aborder un engagement avec les nuances du concept. À cette fin, les outils conceptuels et analytiques comme ceux fournis par Walters, Schaap, Van Riermond, Coulthard, Young et autres sont très importants, car ils nous permettent d'analyser de manière critique les différentes performances discursives de la réconciliation, et aussi d'être plus prudents et attentifs dans la manière dont on parle de réconciliation nous-mêmes. Je soumets que le processus de transformer nos relations politiques, sociales et économiques, qu'on le nomme réconciliation ou décolonisation ou quelque chose d'autre, va comprendre toutes les différentes formes d'action que nous décrit Walters. Nous devons établir des relations sur des conditions auxquelles tous ceux qui sont en relation donnent leur consentement. Cela va prendre des négociations qui incluront le besoin d'établir de la cohérence entre systèmes politiques, juridiques, économiques et sociaux distincts. Non une imposition de similitude, mais une sorte de cohérence qui les permet de fonctionner un à côté de l'autre. Une manière de concevoir ce type de réconciliation est décrite par Aaron Daly et Jeremy Sarkin, s'inspirant d'une théorie de la dissonance cognitive, qui explique qu'un mode de concilier les différences est de trouver une théorie globale qui accommode les deux choses, non par les changeant, mais en changeant le caractère de la relation entre les deux. De plus, ce processus exigera de la résignation de la part de tout le monde aussi. Dans un article où elle vient à la défense du concept de réconciliation, Victoria Freeman parle d'une distinction entre réconcilier avec ou entre et réconcilier à. Et puis elle fait la liste de plusieurs faits historiques et réalités contemporaines auxquels les peuples autochtones et les peuples non autochtones
vont devoir se résigner afin de pouvoir parler de manière substantive de réconciliation ou de décolonisation. Mais accepter cela n'est pas la même chose de dire qu'il faut se résigner au statu quo. C'est de dire, pour revenir à mes mots d'ouverture, qu'il faut engager soigneusement avec notre contexte. Oui, il va y avoir de la résignation, des efforts d'atteindre la cohérence, la poursuite de nouvelles relations. Tous ces efforts-là auront lieu dans un contexte qui est aussi informé par les relations décrites par Van Rermond et Schaap. Ce sont des relations d'oppression politique qu'il faut transformer ici. Il y a des intérêts idéologiques aussi que des efforts politiques de les contester qui informent le processus de transformation. Comme Coulthard nous prévient, c'est possible pour certains projets de réconciliation d'ébranler d'autres. Un autre risque majeur, c'est ce que Sarah Ahmed appelle la non-performativité. Ce concept, que Anna Kerr-Stathis a employé pour critiquer le discours de réconciliation dans le débat sur l'accommodement raisonnable à Québec, indique une parole qui réussit dans son but en échouant de faire ce qu'elle articule. Ahmed utilise le concept pour critiquer les politiques d'équité et de diversité institutionnelle. Une performance non performative donne l'impression de faire quelque chose et essaye d'établir une légitimité en le faisant. Mais au lieu de donner force au changement qu'elle annonce, comme Kerr-Stathis le décrit, elle a l'effet de soutenir ou même de renforcer les relations de force existantes. Une réconciliation ou une décolonisation non performative est le contraire d'une transformation juste. Pour ceux et celles qui veulent aborder une telle transformation juste, il faut entamer cette tâche avec une conscience des complexités constitutionnelles de la réconciliation et des nuances du contexte social et politique actuel. J'espère avoir contribué au moins un peu à développer le premier et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je serai contente de prendre vos questions et j'ai hâte d'entendre vos perspectives pendant la période de discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Alors, je vous invite à adresser des questions à notre conférencière qui a cette connaissance approfondie sur ce thème de la réconciliation. Je me sauce. Croyez-vous que le meilleur moyen d'arriver à une réconciliation qu'on pourrait qualifier de plus parfaite, si on veut, serait par, on parle là, mais de modifier, peut-être amender la Constitution pour intégrer davantage ces populations-là? Croyez-vous que c'est le moyen qui serait peut-être le plus efficace, même si techniquement presque impossible, là, mais on en discute comme ça. Tout le monde aime toujours la question de si on devrait rouvrir la Constitution ou non. J'ai plein de différentes opinions là-dessus, mais je pense qu'effectivement, le rôle que je vois pour moi à ce moment, c'est vraiment d'essayer de problématiser les temps du débat de la population dont je viens. Et puis, la question de quels devraient être les détails de ce processus, ça doit vraiment venir des parties qui sont les victimes de l'injustice historique. Certainement, il y a eu des demandes du Québec et aussi des peuples autochtones de le faire. Alors, je pense certainement que simplement de dire non, ça ne garde pas une porte ouverte à la discussion. Alors, c'est certainement une des options que je pense qu'il faut considérer. Si ça va arriver à un moment ou un autre, c'est une question politique et je ne peux pas prévoir si ça va arriver ou non. J'en reviens à la commission, ou enfin l'exercice de vérité et de conciliation de l'Afrique du Sud. À ce moment-là, on voyait deux composantes sociales qui venaient publiquement, d'une part, afficher les méfaits, en prendre responsabilité, et d'autre part, les victimes qui conscientisaient la société sur ce que c'était que de vivre sous l'apartheid, quand on avait certaines caractéristiques.
dans le contexte canadien, on vous a démontré l'inertie qu'il y a eu entre 96 et on voit que la question des pensionnats autochtones, le gouvernement a été tiré par les cheveux devant les tribunaux pour adresser cette question et ça a donné un règlement que vous trouvez un peu boiteux quant à la conciliation, mais c'était ce qu'il y avait à faire. Okay? Et dans le volet de la commission vérité, encore là, on n'a pas vu deux entités sociales. C'est ça qui manque au Canada. On a Trudeau et d'autres qui se lèvent à la Chambre des communes. Oui, ça c'est bien beau, là. Okay? Mais où ils sont les personnes qui ont participé à cette situation? On voit pour les femmes l'absence de poursuite, d'enquête sur les femmes autochtones. Encore là, c'est encore les Autochtones qui viennent démontrer qu'est-ce qui s'est passé, mais la portion responsabilité, oh non, ça, hey, une minute, là, non, on n'a pas ce mandat-là, tout le monde s'écarte, se cache. Je trouve ça, c'est pour ça que ça ne marche pas dans le fond. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, puis il y a des différences structurelles et démographiques qui sont vraiment différents entre l'Afrique du Sud et le Canada. Lorsque je parlais du paradigme de la justice transitionnelle, on voit que le cas sud-africain, voilà un cas où on crée une commission de vérité et réconciliation dans le contexte d'une transition à la démocratie, un changement de système de gouvernement, et aussi dans un pays où la démographie, c'est absolument différent. Il y a une énorme population de gens qui vivaient sous la politique d'apartheid, tant qu'ici, la population autochtone vis-à-vis à la population non autochtone est beaucoup, 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 beaucoup plus petite. Alors, ça change la réalité politique de ce qui est possible en tant que pression sur le gouvernement quand on manque de la solidarité des peuples non autochtones. Alors qu'ici, ce n'est pas un moment de changement de système gouvernemental. On crée la commission de vérité et réconciliation dans le contexte du statu quo. Et aussi, la commission sud-africaine avait le pouvoir de donner des pardons à des gens qui venaient prendre la responsabilité et parler de ce qu'ils faisaient. Ici, c'était complètement différent. On n'avait pas le pouvoir de demander que les gens viennent parler devant la commission. Et de plus, on n'avait même pas le pouvoir les survivants n'avaient pas le pouvoir de nommer les gens qui les ont abusés, sauf s'ils étaient déjà, ils ont été déjà allés devant les cours. Alors, tous ces différences structurelles démographiques, je pense, ont vraiment un effet énorme sur la différence entre les deux cas. Juste un peu pour ajouter à ce que vous disiez. Alors, je vais aussi poser une question. En fait, c'est un petit peu votre opinion sur la pertinence du mot aujourd'hui dans le contexte de la gestion des relations avec les peuples autochtones. Où est-ce que vous voyez, disons, les plus grands risques de dérapage qui sont en train de se passer? Et par ailleurs aussi un usage positif de cette idée de réconciliation qui doit être stimulée, favorisée dans le débat politique et public. Mm-hmm. Il y avait un long moment où je pensais que j'allais juste éviter d'utiliser le mot parce que c'était trop compliqué. Et puis j'ai réalisé que
c'était absolument partout, c'était omniprésent. Et si moi, j'ai décidé de ne pas l'utiliser, ça changerait absolument rien. Alors que j'avais la responsabilité de vraiment engager avec ce qu'il faisait dans le contexte politique. Et que si c'était déjà partout, il fallait vraiment prendre compte de ce qui était les structures et les effets politiques de ce débat-là. Alors, c'est ça un peu qui a inspiré le projet, décider de voir. Si c'est un mot qui est si compliqué, ça a toute cette étymologie vraiment compliquée et contradictoire. Pourquoi est-ce qu'on a commencé d'utiliser ce mot au premier temps et comment est-ce que c'est développé? Maintenant, c'est partout, alors je pense que c'est un peu impossible de l'éviter. Pour moi, je pense que c'est probablement évident que je préfère la version de discussion, négociation continuelle et aussi une conversation large et qui peut agrandir pour rendre compte des injustices additionnelles que les gens vont continuer, je pense, la partie vérité n'est pas finie, comme on disait. Et alors, il faut pouvoir agrandir la conception de quoi est-ce que la réconciliation va adresser lorsqu'on continue avec cette partie vérité. Aussi, il faut vraiment une version de réconciliation qui s'adresse aux dimensions symboliques de la relation, mais aussi des dimensions matérielles. Et je pense que dans les quelques années passées, on a vu un changement de discours. Et maintenant, on parle d'une réconciliation qui est plus large qu'il y a, par exemple, la réconciliation d'il y a 5 années. Mais il y a aussi cette dimension mot puis action, c'est quoi la relation entre les deux. Alors, la théorie de Schaap, il parle des manifestations idéologiques de la réconciliation, puis la réconciliation politique, le rôle de la réconciliation politique, c'est de contester les manifestations idéologiques. Alors, je pense que c'est une relation continuelle entre les deux. Alors, il faut que cette réconciliation politique revendique de manière continuelle les réparations matérielles et non juste symboliques, que les actions suivent les mots, toutes sortes de choses comme ça. Responsabilisation. Oui. Parfait. D'autres questions? Je veux vous féliciter pour votre maîtrise du français, d'une part, et d'autre part, pour votre maîtrise du sujet. Merci. Je pense que si on n'arrive pas à une solution claire et précise, je pense que c'est à cause de la complexité du sujet. Les peuples autochtones sont multiples. Oui, il y a des points communs. Les écoles, oui. Mais ce sont des cultures tellement différentes les unes des autres. Puis dans certains cas, il y a des traités, dans d'autres cas, il n'y en a pas. Dans certains cas, les traités ont été faits d'une façon très asymétrique. Dans d'autres cas, moins. Les revendications ancestrales, bon, dans certains cas, c'est des peuples qui étaient ici depuis longtemps. D'autre part, c'était les envahisseurs récents. C'est extrêmement complexe. Alors, je pense qu'on ne peut pas arriver non plus à une solution claire et précise autour de cette table. Je pense que ça serait impossible. Mais vous avez, je pense, bien mis en relief la complexité du sujet. Je pense que votre commentaire nous rappelle aussi que peut-être il faut arrêter de penser aux solutions au singulière. Thomas? Moi, je veux juste savoir si dans le cadre de vos recherches, vous allez essayer d'inclure la perspective autochtone de qu'est-ce que c'est pour eux la réconciliation. Est-ce que vous pensez aller voir des groupes en particulier ou des dirigeants pour peut-être refléter cette perspective-là qui est diamétralement opposée de qu'est-ce que le gouvernement fédéral pense que c'est la réconciliation ou même les gouvernements provinciaux?
Pour le projet de recherche doctorale, c'est vraiment un projet historique. Alors, l'idée que j'ai en faisant une généalogie, c'est de commencer avec les développements les plus tôt dont je vous ai parlé, comme la Commission royale sur les peuples autochtones, puis les décisions de la Cour suprême, mais aussi j'ai un aspect comparatif. Alors, je vais aussi parler de la réconciliation entre le Canada et le Québec. Alors, il y a le Forum citoyen, puis la Commission nationale sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, et puis la campagne électorale. Alors, je commence avec ces moments-là, et je veux demander comment que le concept de réconciliation est arrivé dans un premier temps dans ces discussions-là. Si c'est un mot qui a toutes sortes de sens en finance, en droit, en théologie. Pourquoi on a choisi ce concept pour encadrer nos discussions constitutionnelles à ce moment-là? Alors, je vais essayer de faire des entretiens, par exemple, avec les gens qui faisaient partie de ces développements politiques et aussi de tracer vers les documents pour essayer de trouver les moments d'origine, pour expliquer un peu d'où vient tout ce débat dans un premier temps. Et puis j'espère faire plus de projets après mon doctorat pour faire des projets un peu plus contemporains, mais je voulais vraiment établir cette fondation historique pour ce moment-là. Je dis juste ça parce que j'étais à une conférence sur l'article 35 de la Constitution dernièrement, puis Saul Sullivan était présent, puis la critique est souvent que même l'histoire est biaisée, mais surtout que quand l'article 35 est rentré dans la Constitution, l'importance et le rôle des peuples autochtones à inclure ça dans la Constitution était super important, était très présent. Ça serait aussi intéressant dans votre document si vous pourriez souligner aussi l'importance du rôle que les peuples autochtones ont eu à jouer dans ça. Oui, et c'est ça absolument que je vais parler aux différentes parties pour voir qu'est-ce que sont les différentes et peut-être les perspectives un peu contradictoires aussi sur la réconciliation. Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé de parler de réconciliation? Ça m'intéresse aussi. Mais merci pour l'idée. Bon, alors, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Denis, peut-être approfondir, aller plus loin, parce que sur la question de la complexité de la problématique, et je pense que là, tu le montres très très bien, puis les différentes nuances, etc., et à quel point c'est complexe, qu'il y a des couches historiques, une problématique très complexe. Par contre, et en fait là, ça résonne avec mes propres recherches, et j'ai souvent tendance, pour travailler sur les problématiques autochtones, à entendre que c'est toujours compliqué, c'est toujours complexe. Et ce que je veux surtout pas, ce que je veux ajouter, c'est que oui, c'est complexe, mais je refuse qu'on s'arrête à cette complexité-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui souvent ont tendance à dire « Oh, c'est complexe, donc je ne bouge pas ». Et je veux vraiment ajouter que non, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Et je veux ajouter en plus que, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je veux dire en discutant, on arrive à faire preuve d'une créativité juridique extraordinaire dans certains domaines. Je me tourne vers ma collègue Pascal, dans le domaine de la finance par exemple, on est capable de faire des miracles juridiques, de mettre énormément d'énergie, de ressources quand on veut faire des choses très très complexes entre pays, etc. etc. Bizarrement, et là je parle vraiment pour mon sujet, mon domaine, les chercheurs avec qui je travaille ont parfois beaucoup de mal à s'engager avec cette complexité-là et à essayer de faire les choses différemment. C'est étrange, parce que pour d'autres sujets, on n'a pas de mal à mettre les ressources, etc. Mais pour celui-là, c'est toujours trop difficile. Donc, oui, c'est complexe, mais je refuse qu'on s'arrête là et qu'on dise on ne peut pas le faire. Tu le montres très bien comment détricoter tous ces fils-là, et je vois l'apport phénoménal de ce genre de recherche dans les débats politiques. Je rêve d'un tableau où on pourra avoir les différentes dimensions en fonction des définitions de réconciliation. Puis, ça va être une contribution énorme, je pense, à ce niveau-là. C'est juste pour rebondir, Daniel. Je suis
suis bien d'accord. Alors, Anna, merci. Est-ce qu'il y avait une question? Non, ça va. Je voulais vraiment remercier au nom de tous les participants parce que je pense que vous avez apporté beaucoup de valeur par rapport à ce thème et à cette confusion non seulement politique et sociale, mais aussi conceptuelle, et avec les lentilles que vous nous avez offertes pour mieux lire notre moment présent. J'ai trouvé ça très, très, très pertinent. Donc, merci beaucoup d'être venu chez nous. Et voilà, j'espère vous voir le 5 décembre pour la prochaine.